Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Actu en 7, le premier de l'année 2019. Nous en profitons pour vous souhaiter une excellente année 2019. Actu en 7 a le plaisir de recevoir ce soir Bakary Domingo Mané, journaliste et aussi formateur. Bakary, bonsoir. Bonsoir. Et le professeur Dr Abdou Khadr Sanogo, qui est aussi sociologue, mais aussi analyste politique. Docteur, bonjour. Bonsoir, Hassan. Alors, c'est parti pour l'analyse de l'actualité de la semaine qui reste dominée par le tintamarre qu'il y a autour du parrainage. Nous allons en parler. Au cours aussi de cette émission, nous essayons de décrypter le message à la nation du chef de l'État prononcé ce 31 décembre. Au cours aussi de cette émission, nous allons parler un peu des écarts de langage qu'on note souvent actuellement dans l'arène politique. Mais nous allons commencer par l'affaire dite de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. La Cour constitutionnelle suprême a donné son verdict. Khalifa Ababacar Sall a été débouté. Donc la peine est prononcée en première instance et aussi confirmée par la Cour d'appel a été maintenue. Est-ce que Bakary Domingo Mané, le Khalifa Ababacar Sall est-il un cas définitivement résolu par le pouvoir? Oui, je pense que c'est un cas définitivement, disons, résolu par le pouvoir. Parce que quand on voit les péripéties de cette affaire-là, tout porte à croire que finalement les tenants du pouvoir ne voulaient pas avoir Khalifa en face d'eux, n'est-ce pas, à la présidentielle. Parce que les choses ont été précipitées, la procédure a été bâclée, hein, même si ce qu'on lui reproche, si je reprends encore la défense des tenants du pouvoir, ils n'ont jamais nié, c'est-à-dire le camp de Khalifa et Khalifa lui-même n'ont jamais nié, n'est-ce pas, cette affaire de caisse d'avance. Mais l'un dans l'autre, pour moi, évidemment, la manière dont on a géré vraiment ce dossier, voilà, nous pousse à s'interroger véritablement sur les véritables motivations, sur les sous-entendus vraiment de ce dossier. Alors, docteur Abdou Khadr Sanogo, pouvait-on s'attendre à autre chose? D'abord, vous m'excuserez peut-être parce que ça fait un moment où moi je n'ai pas foulé les studios de Walfadjri depuis le malheureux événement qui est survenu ces derniers temps. Donc je voudrais quand même profiter de cette antenne pour présenter mes condoléances suite à cette grande perte d'un grand monsieur. Pour moi, c'est véritablement un grand Sénégalais qui est parti. Et je n'avais pas jusque-là aussi cette aubaine-là de pouvoir dire... J'étais très affligé, en tout cas par rapport à cette disparition. Et je tenais à présenter à l'ensemble du personnel de Walfadjri, n'est-ce pas, toutes mes condoléances les plus sincères et les plus attristées. Et peut-être prier pour le repos de l'âme du défunt. Et j'espère que son œuvre sera perpétuée par l'immense grenier de talent qu'il a eu à laisser ici. Et puis par la même occasion aussi, souhaiter une excellente année 2019 à tous nos auditeurs et téléspectateurs et téléspectatrices. Vous l'avez dit, j'aborde dans le même sens. J'allais même dire que je vais, si vous voulez, jouer à la même trompette que mon prédécesseur et mon co-débatteur. En réalité, vous vous dites définitivement réglé actuellement. Moi, je dis depuis longtemps réglé. Quand je dis depuis longtemps réglé, c'est que, comme il a dit, compte tenu de la prise en considération de toutes ces péripéties, on a eu comme l'impression que les gens cherchaient depuis longtemps une fenêtre par laquelle passer. À tort ou à raison, ils l'ont trouvé. Je dis bien, et d'ailleurs, il a dit, les avocats le disent, ils n'ont jamais nié. Moi, je n'ai pas de doute. C'est vrai que vous insistez sur le cas Khalifa Sall, mais moi, je vais même beaucoup plus. Je dis, le cas des deux cas est réglé depuis fort longtemps par le régime en place. Et je suis sûr que ce n'est qu'une posture, si vous voulez, politique, qui anime leurs partisans, mais il est clair, moi je le dis sans embâche. Si on analyse les choses, forcément, ni Khalifa Sall ni Karim Wade ne participera à la prochaine élection présidentielle. Alors, quand on parle de justice, on entend souvent le terme lenteur. Aujourd'hui, on a vu une précipitation par rapport à ce dossier. Quelle lecture vous en faites? Évidemment, quand vous entendez, disons, les avocats, n'est-ce pas, de l'État, ils vous disent qu'il n'y a pas de précipitation. Tout cela a été, disons, si on prend le cas, disons, de la Cour suprême, hein, ça a été déjà prévu. Hein, donc la Cour suprême travaille selon un calendrier bien précis. Mais l'un dans l'autre, vous savez, aujourd'hui, on parle de rabat d'arrêt.
hein, comme quoi, disons, l'affaire Khalifa n'est pas définitivement, n'est-ce pas, voilà, emballée. Évidemment, peut-être les tenants du pouvoir n'ont pas jaugé toutes les petits trucs qui aujourd'hui, vraiment, je pense que si on entend, si on se fie à ce que disait le juge Diouf, hein, comme quoi le rabat d'arrêt, n'est-ce pas, est suspensif. S'il est suspensif, évidemment, on peut s'attendre à ce que vraiment, disons, Khalifa soit candidat, disons, à la présidence de la République. Évidemment, il ne va pas battre campagne parce qu'il sera en prison à ce moment-là. Ça va être une première dans l'histoire. Hein, donc, et si par extraordinaire, il venait, disons, à être président de la République, évidemment, ça va être un cas vraiment très spécial, quoi. Donc, voilà. Alors, docteur Bakary Domingo Mané l'a évoqué, le rabat d'arrêt. Les avocats de Khalifa Ababacar Sall veulent s'appuyer sur ce rabat pour permettre à leurs clients d'être candidats à la présidentielle. Mais pensez-vous que c'est suffisant? Bon, de toute façon, comme... Ils se sont appuyés sur plusieurs choses qui n'ont pas abouti aujourd'hui. Oui, mais moi, ça m'inspire juste une chose, qui n'est pas peut-être scientifique, mais qui est très logique à ma tête. C'est qu'on peut toujours, à travers des arguments qui relèvent de l'humain, essayer de mettre... les bâtons dans les roues de quelqu'un, essayer de gripper sa machine. Mais souvent, à force de se précipiter, on oublie un certain nombre de détails. Maintenant, l'enjeu que je retrouve ici par rapport à cette problématique de rabat d'arrêt ou autre, c'est qu'au moins, encore une fois, on nous remet sur la table un autre débat de technicien. En tant que... Rappelez-vous, la fameuse problématique du Conseil constitutionnel avec le 3e mandat du président. Quand même, pour les étudiants en faculté de sciences juridiques et politiques, c'était un véritable cas pratique. Et après, peut-être on a eu droit à peut-être des développements qui ont permis de pouvoir réenrichir davantage, si vous voulez, aussi la pensée des sciences juridiques. Nous en sommes à là. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un véritable débat de techniciens. Maintenant, moi, n'étant pas juriste, je regarde les choses avec recul. Voilà. Sinon, il faudrait aussi préciser avec objectivité que c'est deux écoles, deux camps. Il y a certains qui disent que le débat, le rabat d'arrêt, d'autres aussi, ils disent non. Maintenant, qui a le dernier mot dans tout ça? Ça aussi, point d'interrogation. Toujours est-il qu'il a si bien dit, effectivement, une appréciation très objective va nous pousser à nous rendre compte que les gens se sont précipités. Et j'ai peur que cette précipitation se retourne contre eux, parce qu'il a si bien dit, j'ai l'impression qu'il n'avait pas pensé peut-être à ce petit débat technique-là. Peut-être ils avaient leur juriste, mais ils s'étaient focalisés sur autre chose. Ça les a échappés. Ça peut être une grosse aubaine pour Khalifa Sall. Et je suis sûr et certain que ce sera une grande bataille juridique qui n'a pas fini de dire, de révéler tous ces secrets. Voilà. Parlons de ce débat avec le juge Abdourahmane Diouf, vous l'avez évoqué tout à l'heure. En 2014, il disait que le rabat d'arrêt est suspensif. Et ironie de l'histoire, il fait partie de ceux qui ont siégé dans ce procès de la Cour suprême. Alors, le débat est clos normalement. Oui, on peut penser que le débat est clos. Puisque l'un des juges qui ont statué... Mais sauf que le contexte n'est plus le même. Voilà. Donc, le contexte n'est plus le même. C'était en 2014. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Et la proximité encore avec la présidentielle, tout cela peut influer peut-être sur la prochaine décision du même juge Babacar, comment il s'appelle encore? Abdourahmane Diouf. Donc voilà, il ne faut présager de rien. On attend que les choses se passent. Voilà. Maintenant, chaque juge jugera en fonction de sa propre conscience. Parce qu'en réalité, c'est cela. Le seul tribunal qu'on ne peut pas tromper, c'est le tribunal vraiment de la conscience. Évidemment, il est silencieux parce qu'il nous adresse des questions auxquelles les autres, peut-être, dont les autres, voilà, personne ne peut entendre. Mais au fond, la personne à qui ces questions sont adressées, évidemment, le sait, personnellement. Et d'ailleurs, moi, je pense que l'enjeu, le juge ne doit pas vraiment l'occulter. Cette présidentielle, on va y revenir, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, des signes avant-coureurs. Et si on y prend garde, vraiment, bon, voilà, donc on peut se retrouver, le pays peut se retrouver dans une situation à laquelle, n'est-ce pas, on n'a jamais pensé. Donc c'est pourquoi eux aussi, ils doivent, disons, faire face à l'histoire en se disant, la décision que je vais prendre
quel impact ça va avoir, n'est-ce pas, sur le pays et dans 10 ou 15 ans. Voilà. Alors évoquons la jurisprudence Amadou pour faire un scénario ici au Sénégal. Alors il était candidat à la présidentielle nigérienne en 2016, alors qu'il se trouvait déjà en prison. On essaie de tropicaliser avec Khalifa Ababacar Sall qui est en prison. Imaginons le rabat d'arrêt est suspensif, Khalifa est candidat, le juge refuse de lui accorder la liberté provisoire. Il doit battre campagne en étant en prison, comme ce fut le cas en 2017 lors des législatives. Quelle chance lui donnez-vous? Il gagne. Tellement vrai que moi, je n'ai même pas de doute. Quand je dis il gagne, soit il gagne au premier tour, soit il amène le candidat sortant au deuxième tour. Et il a presque une chance extrêmement exorbitante de gagner. Raison pour laquelle moi, je n'ai pas de doute. Vous êtes dans la fiction. Effectivement. Moi, je suis sûr et certain et sans embâche qu'en réalité, rabat d'arrêt suspensif ou non suspensif, quelqu'un qui te cherche des poux jusque-là, il ne va pas attendre à quelques encablures de l'élection pour vous donner les armes qui vont l'éliminer. Je dis, quand on parle de stratégie purement politique au sens propre du terme, c'est vrai, la morale peut dire c'est inadmissible, c'est pas assez embellissant, ainsi de suite, mais la vérité politicienne, politique, surtout inspirée de celui que tout le monde connaît, ça veut dire Machiavel. Les gens ils disent toujours en politique, si on laisse ce qui se fait pour ce qui devrait se faire, on apprend à se perdre qu'à se conserver. Et aujourd'hui, le régime en place va mettre tous les atouts de son côté pour se conserver. Les chances de Khalifa dans ce cas-là? Oui, écoutez, je pense que c'est le symbole. Et ce symbole va jouer le fait qu'il soit prisonnier et qu'il soit candidat. Parce que je pense que ça va arriver pour la première fois au Sénégal. C'est arrivé ailleurs. Hein, donc, mais pour le Sénégal, c'est cela. Et ça va amplifier, disons, cette victimisation. Hein, et ses partisans vont surfer c'est cette vague, n'est-ce pas, de victimisation. Donc, l'un dans l'autre, comme vous le savez, les Sénégalais aussi sont très regardants par rapport à toutes ces questions-là. Vous vous souvenez, lors de sa conférence de presse, quand tu l'as pleuré, évidemment, ça a touché pas mal de Sénégalais. Si en plus maintenant il doit rester en prison en étant candidat, imaginez que c'est que cela peut entraîner. Ça s'est passé en 2017 lors des élections législatives et il a été élu député. Reprenons un peu les propos du professeur Amsatou Sow Sidibé qui est l'invité ce soir de Ndeye Fatou Ndiaye Mbacké dans Opinion en analysant le procès de Khalifa Ababacar Sall. Il dit qu'il y a une main experte qui est en train de manipuler la justice. Est-ce à dire que Khalifa Sall est victime d'une dictature qui ne dit pas son nom? Écoutez, si on prend les faits, très objectivement, si on prend les faits, tout le monde l'a dit, on a suivi le procès aussi de manière assez méticuleuse, mais personne ne peut dire qu'il soit exempt de tout reproche. Très honnêtement. Mais moi, j'utilise une formule. Pour moi, c'est comme ce qui dirait l'occasion qui a fait le larron. Lui, il s'est appuyé sur une jurisprudence qui était de mise. Malheureusement pour lui, les gens en ont profité pour... Mais moi, je n'ai pas de doute. Parce que personne ne peut parler de détournement. Personne ne peut parler d'enrichissement illicite. Tous les Dakarois sont sortis pour dire non, les fonds dont vous parlez, c'est à nous qu'il les a donnés. Mais les gens parlent de procédure et de procédé. Maintenant, ils en ont profité peut-être pour l'atteindre. Dans les deux cas, on a du mal souvent aussi, si on fait une analyse, en tout cas très objectiviste, pour dire, si on dit il est victime, les gens vont vous dire, vous mettez les faits où? Si aussi vous dites, écoutez, tout s'est passé de manière très transparente, très claire, on ne peut pas le dire. Très honnêtement, on a comme l'impression qu'il y a une main invisible quelque part qui manipule la patte sans pour autant qu'on puisse... Parce que sinon, d'ailleurs, il y a même un petit avant-goût qu'on a eu. Ça, l'analyse du discours chez le politique est très important. Souvent, vous lâchez des mots pour en dire beaucoup de choses. Le président de la République a été interrogé par une presse étrangère. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Si je gagne, je le libère. Ça veut tout dire. Ça veut dire que non, pour le moment, les gens sont en train de neutraliser un adversaire hyper puissant, qu'on le veuille ou non. Maintenant, est-ce que la neutralisation d'un adversaire au niveau du champ politique, c'est une chose déplorable ou pas? Étant donné qu'en politique, on cherche à accéder et à conserver. Accéder au pouvoir et conserver notre pouvoir. Selon peut-être les dispositions constitutionnelles qui sont de mise d'un pays à un autre. Donc, si nous parlons véritablement de stratégie politique,
Je dis, tout ceci, c'est même pas, je dirais même pas stratégie, je dirais stratagème, qui sont en train d'être déclinés par les tenants du pouvoir pour mettre hors état de nuire un candidat qui peut presque chambouler aussi les plans de leur calculette. Si on suit la logique de Dr Abdelkader Sanogo, Khalifa Ababacar Sall est victime quelque part, mais est-ce qu'il n'a pas prêté le flanc en continuant ce qui se faisait, même s'il a procédé à des ruptures au début en faisant la déclaration de patrimoine, quelque sorte, mais il a continué les pratiques d'avant. Il n'a pas prêté le flanc dans ce cas-là. Oui, bien sûr. Je pense que tout Sénégalais de bonne foi, n'est-ce pas, va le reconnaître. Il a prêté le flanc, il a trouvé une pratique qui est là, en sachant que cette pratique n'est pas est en conflit, n'est-ce pas, avec la loi, il ne devrait pas, n'est-ce pas, le faire. Ça, je pense que c'est là où s'accrochent, et ils ont raison de s'accrocher, n'est-ce pas, les conseils, n'est-ce pas, du président de la République, en disant qu'il n'a jamais nié. C'est vrai, il n'a jamais nié. Mais non, je dis, tout le problème, c'est quoi? C'est que, peut-être eux aussi, ils tenaient le bon bout, mais ils se sont pris vraiment mal, quoi, par rapport à cette question-là. D'abord, comme je l'ai dit, il y a trop de précipitations. Deuxièmement, je ne relève qu'un seul fait. Vous savez, quand, après les législatives, Khalifa est élu, n'est-ce pas, député, il a une immunité parlementaire. Mais les gens ont fait fi de cette immunité. Voilà, donc j'ai dit, voilà, donc ils ont raison. Mais c'est vraiment la procédure qui a été bâclée. Ouais. Et c'est pourquoi ceux qui pensent qu'il y a une main derrière, on peut estimer qu'ils ont quelque part raison. Voilà, même si on n'a pas la preuve. Mais quand même, quand on voit les choses telles que se sont passées sur le terrain, on peut le croire vraiment. Alors faisons la transition pour parler du parrainage qui ne finit pas de faire des victimes avec les candidats recalés. Et au vu de tout cet entamar, ce charivari qui est en train de se faire, qu'on est en train de vivre aujourd'hui, le parrainage est-il vraiment une loi consolidante? Consolidante ou pas, je ne sais pas. Mais dès l'instant où c'est une loi, tout citoyen est obligé de respecter cette loi-là. Pour moi, les gens se sont trompés de période de combat. À mon avis, moi je faisais partie des gens qui disaient à l'époque, écoutez, avant qu'on puisse voter, moi je ne parlais pas de contestation, d'occupation de rue ou de quoi, mais en tout cas, tout le monde sait que la politique, c'est une affaire de rapport de force. À mon avis, je ne dirais pas que l'opposition a dormi sur ses lauriers, mais ils n'ont pas déployé le rapport qu'il fallait. Enfin, on a vu la loi sur le quart bloquant. S'il n'était pas descendu, ça allait être voté. Et si c'était voté, peut-être qu'à l'heure où nous parlons, Macky Sall n'allait pas être président de la République. Peut-être. Donc, mais quelque part, ça a découlé d'un constat. Si on donne, à l'époque quand on donnait la parole aux Sénégalais, tout le monde a dit, mais écoutez, ce foisonnement de partis politiques pose problème. Ce foisonnement de listes au niveau des élections législatives avait posé problème. Et pour moi, ce n'est pas la loi en tant que telle qui pose problème. Mais les gens n'ont pas eu le temps, après l'adoption de cette loi, de se retrouver pour discuter. Et de ce point de vue, il me semble, l'opposition aussi a fait la politique de la chaise vide. Et les gens, ils disent en politique, que si vous êtes devant votre adversaire et que vous jouez cette carte de la chaise vide, mais il va exploiter ça à fond. Et c'est ce qu'ils ont fait. Peut-être on pouvait voter, mais après, ou bien avant même qu'on vote, qu'on puisse se retrouver pour pouvoir affiner un certain nombre de points. Ça, c'était le premier constat. Deuxième constat, très honnêtement, au-delà du fait que les esprits avisés ont compris qu'il y a beaucoup de micmacs qui ont été faits pour pouvoir vraiment, comme on dit, mettre des croche-pieds au niveau de certains candidats. Mais ça a réglé aussi un problème, ça il faut le dire. Le problème de la crédibilité, de la participation politique au niveau des candidats. Moi, très honnêtement, il y a des gens qui avaient une très grosse prétention. Et ce n'est pas de leur faute. Ça aussi, il faudrait aussi sortir plusieurs ramifications. La faute est à mettre dans le panier d'abord de nous autres experts et intellectuels, qui nous rapprochons d'un homme d'affaires pour lui faire croire que, écoutez, selon les études que nous avons faites, vous avez de l'aura, vous avez de la carrure et du charisme, donc vous pouvez vous lancer au niveau de l'arène politique. Et à ce niveau précis, il faudrait que les gens puissent comprendre. En fait, la politique, c'est du métier. Je ne parle pas de profession. C'est que c'est pas, on ne s'improvise pas politique. On ne peut pas être dans les affaires, on ne peut
ne jamais être là pour le compte du peuple, on ne peut ne jamais défendre de temps à autre aussi des préoccupations extrêmement d'intérêt général, et que du jour au lendemain, on te fait croire que vous puissiez vous lancer et que vous le fassiez. Et à ce niveau précis, je vous rappelle, parce que moi je fais des études comparatives, rappelez-vous Youssou Ndour avec Feke Motibole, qu'est-ce qui s'était passé au niveau du Conseil constitutionnel? Mais il est allé crier sur tous les toits que les gens ont voulu l'écarter. Mais quand le Conseil a donné son verdict avec motivation, mais on s'est rendu compte d'un document ou des documents où il y avait des ratures, où il y avait... Parce qu'à l'époque, rappelez-vous, c'est lui qui avait porté la candidature de Youssou Ndour, soi-disant constitutionnaliste qui faisait tous les plateaux pour pouvoir dénigrer et enfoncer même le candidat sortant Abdoulaye Wade. Ils se sont séparés actuellement. Parce qu'après, les conseils de Youssou Ndour se sont rendus compte que le travail qu'il fallait faire n'a pas été... Et même le camp présidentiel, mais ils ont recruté 490 jeunes. Le PDS, c'est une véritable machine électorale. Ils sont passés. Benno Bokk Yakaar, pareil. Mais même Sonko. Pourquoi? Mais parce que simplement, mais Sonko, du point de vue de la stratégie et de la méthode, tout le monde le sait. Mais c'est des gens de l'administration. Beaucoup sont ces militants. Ils sont très méticuleux. Vous me parlez de PUR. Très normal. PUR se fonde sur un mouvement religieux où on arrive à afficher, si vous voulez, les cartes de membres, tout ce qui est si vous voulez, membres des Daïra Moussachidine ou Moussachidat, les gens les connaissent. Quand vous entrez dans les quartiers, quand vous entrez dans les communes, ils savent, comme on dit, ils ne se pèsent pas, ils ne se comptent pas, ils savent se poser. Mais à ce niveau précis, les gens, toutes ces personnes dont vous parlez là, je ne voudrais pas, pour ne pas les nommer, les Bougane et autres, ils ont trop cru à la parole des experts. Ils se sont rendus compte que le travail de terrain qu'il fallait dérouler n'a pas été déroulé. Mais surtout, un autre aspect qui me semble être très intéressant, le parrainage en tant que loi aussi nous pousse à nous questionner sur notre citoyenneté. Aujourd'hui, il y a un journal de la place qui a titré 14 000 et quelques Sénégalais en route vers la prison. Mais la loi était accompagnée de plusieurs amendements pour dire, voilà, si vous signez les doublons là, il y avait une sentence qui leur était réservée. Mais à ce niveau précis, j'entends sur tous les plateaux que les gens disent les Sénégalais sont très mûrs, ils sont très citoyens, ils sont... Mais très honnêtement, je crois tellement à mon identité sénégalaise que j'ai du mal peut-être à dire un certain nombre de mots, mais j'ai été très affligé de voir que 14 000 personnes ont délibérément signé pour plusieurs candidats. On va parler tout à l'heure de ces 174 637 doublons, mais revenons un peu sur les candidats recalés qui parlent de processus biaisé. Ils vont même jusqu'à demander la suspension du parrainage à ce stade. N'est-ce pas entacher davantage le processus? Oui, moi, il faut d'abord dire, moi je veux juste exposer l'argument, n'est-ce pas, des tenants du pouvoir. Ils ont institué le parrainage pour rationaliser, n'est-ce pas, le nombre de partis politiques. Si c'est ça l'objectif, on peut dire qu'il a été atteint en partie. Puisque, évidemment, sur plusieurs dizaines, n'est-ce pas, de candidats, aujourd'hui, on se retrouve presque avec 5 ou 6, ou, voilà. Donc, les 29, pratiquement, ont été balayés. Ont disparu. Très bien. Mais, ce discours-là, je pense qu'il est temps, n'est-ce pas, de le déconstruire. Je ne suis pas sûr que la rationalité ou la rationalisation, n'est-ce pas, des partis politiques soit vraiment le motif. Pourquoi je l'ai dit? Le président de la République, c'est le candidat sortant. Il ne devait pas être sur les statuts blocs. Il ne devait pas être partant. Je ne sais pas pourquoi on l'a laissé faire. Ça, c'est le premier écueil. Le deuxième écueil, c'est quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, la question que je me pose, avec toutes ces erreurs notées au niveau, disons, du décompte, n'est-ce pas, des parrains, c'est le logiciel, n'est-ce pas, qui est en cause. Absolument. Ce logiciel qu'il a mis entre les mains, n'est-ce pas, des juges. Point d'interrogation. Si c'est l'ADIE, c'est, vous savez, c'est l'informatique. Mais attends, c'est une aberration. C'est ça. Effectivement. C'est une aberration. Si c'est l'ADIE qui a donné ce logiciel, on peut comprendre ce qui est arrivé, ce qui est en train d'arriver. Mais attends, je pense que quelque part, le système n'a pas été transparent de bout en bout. Absolument. Il y a beaucoup de couacs, vraiment, même si certains sont d'accord avec le parrainage. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec le parrainage. Oui. Vous savez pourquoi? Quand j'entends d'aucuns disent que tout le monde ne peut pas être président,
c'est une vérité de politique. Voilà, c'est à la limite même, pour moi, c'est une simple répétition. Il est évident que tout le monde ne peut pas être président, puisqu'on n'élit qu'un seul président. Mais par contre, tout le monde doit prétendre, si tout le monde jouit, n'est-ce pas, des droits civiques. Voilà ce que dit, n'est-ce pas, la loi? La Constitution. Quel est le problème? Pourquoi aujourd'hui des Sénégalais vont s'arroger le droit de dire que Massamba et Mademba ne sont pas présidentiables? Ça, c'est de la vanité et de la prétention. Je pense qu'il faut savoir raison garder. Ce pays-là, évidemment, si on dit que nous sommes dans une république, la république, c'est l'égalité, les chances. Alors, si quelqu'un pense pouvoir vraiment aider le Sénégal et en étant président, pourquoi pas, puisque, en dernière analyse, c'est le peuple souverain, n'est-ce pas, qui décidera. Donc moi, je ne vois pas ce débat vraiment est inutile. Pour conclure, pour moi, c'est parrainage. Ça a été vraiment un sabotage de bout en bout. Il faut revoir encore ce système-là, voilà, donc parce qu'il y a beaucoup de choses vraiment à corriger. Et malheureusement, il y a des candidats qui auraient pu vraiment se présenter et qui aujourd'hui sont sacrifiés parce que simplement il y a des gens qui avaient par devers eux, disons, des idées carrément, voilà quoi, qui ne servent pas la République. Mais est-ce le moment d'essayer ou bien de penser à suspendre ce parrainage à quelques semaines de la présidentielle? Les lois sont claires, à 6 mois d'une élection, on ne peut pas changer les règles du jeu. Oui, mais moi je suis d'accord avec Dr Sanogo quand il dit que la politique c'est un rapport de force. Si ce rapport de force peut faire en sorte qu'on revienne sur le... Pourquoi pas? Ça va changer. Quel est le problème dans tout cela? Moi je dis, chaque Sénégalais a le droit de se présenter. Parce que même ceux-là qui disent qu'il y a des candidats farfelus ou des candidatures farfelues, au nom de quoi ils le disent? Au nom de quoi ils le disent? Aujourd'hui, que ce soit le président, l'actuel président, ou celui qui va venir, ou je ne sais pas, ceux qui ont déjà exercé ce pouvoir, mais attends, ce n'est pas leur parti, n'est-ce pas, qui les ont élus à la tête. Ce sont des coalitions, des coalitions. Je ne dis même pas une coalition, mais des coalitions, des coalitions. Donc, l'un dans l'autre, je pense qu'il faut savoir raison garder et surtout, soyons humbles. Je pense que les hommes politiques qui sont dans une logique vraiment d'écarter certains Sénégalais, parce que simplement, ils pensent que vraiment la politique, au sens noble du terme, c'est la participation de chaque citoyen dans la gestion des affaires de la cité. Donc ce n'est pas de la politique partisane, mais c'est ça véritablement le sens de la politique. Voilà. Alors, y a-t-il pas un paradoxe, docteur, quand on entend ceux qui disent que le pouvoir est en train de violer la loi, de demander à ce pouvoir de violer la loi? Parce que changer les règles du jeu, aujourd'hui, c'est violer la loi. Il ne parle pas de... Non, vous savez, c'est comme il vient de dire. Vous savez, on a vu plusieurs fois des mandats d'un certain nombre de présidents complètement à leur terme. Et pourtant, on leur a donné encore 2 ans, 6 mois, ainsi de suite. RDC, par exemple, à travers un consensus. Et il a raison. C'est pour ça, moi, personnellement, je regarde un peu ce jeu politique-là avec un peu le sourire aux lèvres. Parce que pour moi, en réalité, et Wade avait l'habitude de le dire, il y a des choses, on ne les demande pas. Si vous les demandez, vous ne les obtenez pas. Mais vous exigez à ce que ça soit revisité, changé. Et ça, c'est les rapports de force. Mais je ne pense pas. C'est vrai que ces derniers temps, je vois un peu l'opposition peut-être s'activer en ce sens. Mais à mon avis, c'est trop tard. Attendre presque à 1 mois, à quelques encablures d'une élection. Mais pour moi, ce rapport de force-là devait être enclenché depuis le jour où on a dit on allait voter la loi. Et j'étais là à Dakar. Mais vers 19h, je n'avais plus rien entendu. Voilà, c'était bouclé, les gens avaient voté et puis basta. Et maintenant, c'est là-bas où peut-être nous pourrons parler de cette crise des remparts de la démocratie et de la citoyenneté. Parce qu'à l'époque, quand Abdoulaye voulait voter son quart bloquant, on a vu beaucoup de gens, des gens de la société civile, des journalistes, tout le monde parlait. Et je crois que c'est à ce niveau-là où peut-être les rapports de force ont été faussés. Mais vouloir demander au président de la République, je ne crois même pas que l'opposition demande. Il demande complètement que les gens suspendent. Suspendent, effectivement. Suspendent. On dit suspendez. Et ça ne va pas être, si vous voulez, un acte anticonstitutionnel ou bien, voilà, peut-être une sorte de se dire on défie la loi, du tout. Mais ce serait juste une attitude de gentleman. À mon avis, une attitude de gentleman. Comme il y a cet imbroglio, écoutez, bon,
on met la balle à terre, on change un peu les choses, on fait des avenants et on dit, désormais, pour moi, ce qui pouvait constituer comme une sorte d'obstacle pour les uns et les autres, ça devait juste être la caution. Il a parfaitement raison. Moi, je n'ai pas appris dans aucune faculté de sciences politiques où les gens parlent de filtre. Démocratie, c'est pas... Mais on dit l'expression libre des uns et des autres. Mais souvent, j'entends à travers les plateaux, non, ça a constitué une sorte de filtre. Mais depuis quand en démocratie on filtrait la vie, l'option, l'opinion des uns et des autres? Mais à ce niveau précis, il me semble. Parce qu'il l'a si bien dit à l'entame peut-être de son intervention tout au début de l'émission. Le problème, c'est à quoi ça peut nous mener. J'ai l'impression que les gens négligent cet état de fait. Parrainage, non, on ne change pas, on y va. Il y a des gens, j'ai l'habitude de le dire à travers les plateaux de télé, qui ne dépendent pas ni de l'État, ni d'autres choses. C'est des self-made men. Ces gens-là, ils ont besoin d'un environnement paisible, afin qu'après l'élection, le lendemain, qu'ils aillent vaquer à leurs occupations. Ils ne demandent même pas de l'emploi à l'État. Ils n'en demandent même l'essentiel, c'est qu'ils sont très dégourdis. Ils apportent des solutions et des stratégies gagnantes par rapport à leurs préoccupations. Mais ces gens-là, ils ne veulent pas d'un état de déchirement ou bien d'un état d'instabilité. Et je vous jure, j'ai participé à un séminaire tout récemment de la CEDEAO, mais toute l'Afrique de l'Ouest retient son souffle. Parce que les gens, ils nous disent, vous, on a l'impression que vous dormez paisiblement, mais l'atmosphère est très chargée chez vous. Et c'est très vrai parce que des mois et des mois, l'opposition et le pouvoir n'ont pas eu à échanger. Et j'ai peur que cet échange-là puisse se faire de manière très violente. Alors l'atmosphère est très pesante. Nous allons parler un peu de ce. Est-ce que Bakary Domingo Mané, ce parrainage ne présage pas des lendemains sombres pour la présidentielle quand on sait qu'il y a des milliers de Sénégalais qui ont parrainé des gens et que leurs parrainages ont été rejetés parce qu'ils ne figurent pas sur le fichier électoral et que le scénario des législatives de 2017 nous hante toujours? Oui, élément de contexte. On vous dit, quand on est à quelques encablures des élections, voilà, il y a beaucoup de bruit, évidemment, on peut le voir. Surtout la présidentielle, évidemment, il y a de la surenchère et consorts. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas la même chose. L'élément nouveau de mon point de vue, c'est le gaz, c'est le pétrole, c'est le zircon. Donc c'est sous toute cette richesse, n'est-ce pas, que Dieu nous a donné. Donc, il fait que quelque part, les gens sont en train de nourrir vraiment un rêve, voilà, qu'ils veulent voir se perpétuer pour les tenants du pouvoir, et que pour l'opposition, ils veulent voir vraiment se briser pour ces gens-là. C'est vrai, le contexte de non-dialogue. Parce que depuis que le président de la République, Macky Sall, est arrivé au pouvoir, pour moi, il n'y a jamais eu de dialogue. Absolument. Même quand j'entends ses collaborateurs, disons, ses alliés dire, oui, il a appelé au dialogue. Non. Ce qui s'est passé la dernière fois au palais, ce n'est pas un dialogue, c'est un monologue. Le monologue, ça signifie quoi? Je viens, je parle et les autres m'écoutent. Il n'y a pas d'échange, véritablement. Le dialogue, c'est cela. C'est-à-dire que c'est la contradiction. On pose une problématique et chacun donne son point de vue jusqu'à trouver, n'est-ce pas, un consensus. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Et malheureusement, cela aurait pu constituer des cadres de, j'allais dire, de défoulement pour des gens, n'est-ce pas, qui ont des frustrations, qui ont des frustrations. Malheureusement, ils n'ont pas donné à ces Sénégalais vraiment de déverser leur bile. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont trouver d'autres espaces, n'est-ce pas, pour le faire. Et l'espace, n'est-ce pas, qui, de mon point de vue, qui sied le mieux, c'est la campagne électorale. Parce que dans cette campagne, il y a du tout. Il y a des mains invisibles, il y a des gens que vous voyez. Parce que la politique, c'est quoi? C'est du théâtre. Vous avez à la fois, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les coulisses, et vous avez la scène. Vous voyez des gens à la scène. C'est la scène, pardon, mais vous ne voyez pas ceux qui sont dans les coulisses. C'est ce qui est dangereux. Lorsque je parle vraiment de cette manne minière dont je parle, mais attends, les étrangers aussi s'intéressent au Sénégal. Les lobbies. Ils s'intéressent, ils sont derrière des gens, même, vous allez entendre, ils sont
capable de venir approcher, disons, Sanogo, en lui disant, écoute, les études ont montré que tu vas remporter la présidentielle. Ils vont venir te voir, ils te disent la même chose. Alors, quand les élections passent, Sanogo va penser qu'évidemment, s'il ne passe pas, évidemment, et oui, on m'a volé, donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je pense que, moi, dans toute cette situation, je dis le premier responsable d'abord, c'est le président de la République. Pourquoi je le dis? Parce que c'est le seul Sénégalais perché là-haut. Il est dans une voilà, il a atteint les sommets, personne n'est là-bas. Donc à partir de ce moment, c'est lui qui doit tendre la main à tous ses fils, à tous ses enfants. Mais si lui, il est dans une posture de défiance, il est dans une sorte de posture de... parce que simplement l'opposition de son côté aussi essaie de faire la même chose. Mais évidemment, c'est lui qui doit prendre la hauteur. Parce qu'il est le seul président de la République. Les autres sont des opposants. Ils n'ont aucune responsabilité, n'est-ce pas, dans la gestion du pays. C'est lui qui est responsable. À partir de ce moment, je pense que, bon, il doit pouvoir mettre la balle à terre et faire en sorte que les conditions vraiment d'une paix soient là. Mais tel que je vois les choses, si on y prend garde, évidemment, le Sénégal risque de basculer. Et ce n'est pas bon pour eux, ce n'est pas bon pour tout le monde, et c'est bon pour rien, même au niveau de la sous-région. Parce que le Sénégal est une sorte d'îlot dans un océan carrément agité. Alors, docteur, parlons un peu de ces milliers de Sénégalais qui ne vont pas voter le 24 février et qui ne le savent pas encore. Ils sont inscrits sur les listes électorales, ils ont parrainé des candidats, mais on dit à ces candidats que ces gens ne font pas partie de ceux qui doivent voter, en tout cas de ceux qui sont pas sur la liste. Alors, il y a de quoi avoir peur le 24 février quand on voit ce qui s'est passé lors des élections législatives. Vous savez, cette élection présidentielle-là, le principal enjeu par rapport à ce que vous venez de dire, vous savez c'est quoi? C'est la dimension de la contestation. Depuis fort longtemps, on avait habitué au Sénégal qu'après une élection, le vaincu félicite le vainqueur. Le vainqueur, avec un grand esprit de sportivité aussi, encourage le vaincu et que le lendemain, la vie républicaine continue. Mais compte tenu de tout ce que vous venez de dire, j'ai l'impression que nous allons vers une échéance où, après son épilogue, il y aura une panoplie de contestation. Et cette contestation-là, maintenant, véritablement, si on y prend garde, va être un environnement, va être un truchement, va être une sorte d'exutoire, comme il vient de dire, où maintenant, beaucoup vont s'y engouffrer pour laisser libre cours à leur frustration. C'est pour cette considération, dans un système démocratique qui se respecte, mais au nom de quoi on s'inscrit? On décide. J'ai entendu même un journaliste dire non, mais où est-ce que vous allez trouver un Sénégalais qui s'inscrit et qui dit non, je ne veux pas être sur la liste électorale? Ils sont même en train, certains en tout cas, d'agiter cet argument-là, que non, il y a certains Sénégalais qui s'inscrivent et qui demandent à ne pas être sur la liste. C'est une aberration. Moi, personnellement, si j'avais à conseiller n'importe quel président, vous savez, le principe, il est simple. Si un président a un bilan, s'il pense que la majorité des Sénégalais, n'importe quel président sortant, s'il pense que la majorité des Sénégalais est derrière lui, mais sortez les cartes, donnez-les aux citoyens, mobilisez votre camp, allons à l'élection et montrez-leur que votre bilan, du point de vue de l'appréciation, est à comparer à un degré abyssal par rapport au bilan des opposants qui prétendent prendre ta place. Aujourd'hui, la carte d'électeur est un outil, si vous voulez, moi j'allais même dire d'émancipation, est un outil de liberté. Mais vous, si, on l'a vu au niveau des élections législatives. Nous tous, on n'a pas eu nos cartes. Mais après, il y a eu des arguments, bon an, mal an, qu'ils ont eu sur la table pour dire non, c'était du A. Mais cette fois-ci, je vous assure, surtout chez les primo-votants, ils ne vont pas accepter ça. Et ils ont commencé à le dire. Donnez-nous nos cartes. Maintenant, si les gens considèrent que oui, même par rapport à ces cartes, souvent je vois qu'au niveau des préfectures, on dit non, les cartes sont là, c'est les Sénégalais qui ne sont pas venus. Mais on a,
écoutez, l'État du Sénégal appartient aux Sénégalais. La République sénégalaise appartient aux citoyens. Mettons les moyens qu'il faut pour pouvoir même les trouver là où ils sont, pour faire même des campagnes et des caravanes là où ils habitent pour leur donner leur carte. Les militants des partis politiques le font. Voilà. Donc l'État peut le faire. Mais je ne parle même pas. Voilà, l'État, en fait, c'est son rôle. Nous, c'est nous qui payons nos impôts. Et les gens oublient que le pouvoir aujourd'hui qu'exercent ces gens-là leur ont été donné par les citoyens. Donc à ce niveau précis, ils ne demandent pas grand-chose. Donnez-nous simplement nos cartes. En plus, pour ma part, cela contribuerait mais à éclairer le jeu bien avant d'y aller. Comme ça, tout le monde, les gens, ils ne vont pas trouver de prétexte fallacieux ou pas pour dire non, on n'a pas reçu nos cartes. Maintenant, si on va à l'élection aussi, ça il faut le dire. Ceux qui sont à l'opposition, si les Sénégalais choisissent leur camp, il faudrait que le candidat sortant les félicite. Mais si lui aussi, parce que aussi les Sénégalais, personnellement, moi dans l'analyse, je ne les comprends pas. Les gens, ils se limitent au niveau des réseaux sociaux, des radios et des télés pour dire ça ne marche pas. Mais le vote ne se fait pas à travers les réseaux sociaux ou la radio. Le vote, il est personnel et c'est au niveau des urnes. Maintenant, si on va au niveau des urnes et que le candidat sortant gagne aussi, il ne faudrait pas qu'on revienne nous dire c'est pas normal, ça ne s'est pas passé de manière très catholique, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pour cela, il y a des préalables. D'abord, donner les cartes à leurs propriétaires. D'accord. Alors parlons un peu des doublons. Ils sont au nombre de 174 637 Sénégalais qui ont parrainé plusieurs candidats. Il y avait des dispositions sur la loi qui dit qu'il y a des condamnations à 2 mois à 1 an et une condamnation pécuniaire entre 10 000 et 100 000 francs. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 174 637 personnes. Dans ce cas-là, est-ce que la loi, est-ce qu'il est possible ou bien est-ce qu'il est pensable, je vais dire, d'essayer de les sanctionner? Je pense que si on pose un problème comme ça, on se trompe. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ces Sénégalais-là ne sont pas des victimes? C'est ça. Est-ce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient? Parce que je ne suis pas sûr que le gouvernement, les tenants du pouvoir, ait pris suffisamment de temps pour expliquer vraiment aux Sénégalais qu'est-ce que le parrainage. Évidemment, ils ont recruté parce qu'ils ont l'argent du peuple. Ils ont recruté pas mal de jeunes, n'est-ce pas, qui ont fait le boulot à leur place. Hein? C'est pourquoi ils ont eu moins de doublons. Et les autres. Pendant ce temps, ils n'ont pas mis l'accent sur, disons d'abord, j'allais dire, sur l'information. Comment se passe le parrainage? Voilà, je ne suis pas sûr. Voilà, donc, je pense que c'est un faux débat. Ces Sénégalais sont des victimes, il faut les laisser là où ils sont. Donc, au contraire, pour moi, il y a de la manipulation. Ce sont les hommes politiques qui ont manipulé, n'est-ce pas, les populations. Parce que quand ils passent dans les familles, voilà, quand bien même les autres leur disent, voilà, telle personne est passée, mais ils n'entendent pas ça. Voilà, donc ils sont dans cette logique. Je pense que quelque part, il y a de la tricherie. Et que c'est cette tricherie, malheureusement, qui a coûté cher à ces Sénégalais qui se sont trompés. Ils se sont trompés de bonne foi, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Donc, si quelqu'un doit vraiment payer, c'est vraiment ces besoins politiques qui n'ont pas joué le jeu, notamment les tenants du pouvoir qui devaient informer suffisamment, n'est-ce pas, les populations. Alors, Bakary est gentil, hein. Il est très gentil. L'analyse sociologique par rapport à cela, est-ce que les Sénégalais n'ont pas essayé de prendre le revanche sur les hommes politiques qui essaient souvent d'acheter la conscience des Sénégalais, puisque par rapport à ce parrainage, on dit qu'il y a des achats de signatures, et est-ce que ces Sénégalais n'ont pas essayé de vendre les signatures à plusieurs personnes? Essayer de tromper eux à leur tour les... C'est ce que j'ai dit, mais bon, à leur tour, mais... Je disais tout à l'heure que Bakary est gentil. Oui, ils ont voulu prendre une certaine revanche sociale, du genre, c'est eux dans eux. Nous, on essaie de tirer profit. Vous savez, le contexte là, le contexte de l'élection, c'est un contexte extrêmement juteux pour une certaine couche de la population. Par contre, c'est là-bas où moi j'ai un problème. Vous savez, la citoyenneté, elle ne se vend pas. Effectivement, j'ai vu des cas où ça s'est passé comme ça, où on venait... Moi-même, j'en ai connu des cas où les gens sont venus dire « Écoutez, est-ce que vous pouvez signer pour moi ?» Et que ces personnes-là ont dit « Non, nous avons déjà signé avec tout le respect. » C'est vrai que voilà, on a beaucoup de sympathie pour vous, mais malheureusement, si vous étiez venu auparavant, on pouvait le faire. Mais actuellement, on l'a déjà fait. Donc pour moi aussi, ça repose la problématique de la maturité citoyenne des Sénégalais. Les gens, ils disent non, ils sont... Mais je ne le pense pas. C'est pas parce que peut-être que vous êtes dans la, je ne veux même pas dire pauvre ou paupérisation, que pour 2000 francs quand même, vous apprêtez à ce genre d'acte et à ce genre de geste. Parce que
en filigrane, quand les gens en parleront sur les réseaux sociaux à travers les médiums, qu'est-ce que les gens vont dire? Ces Sénégalais qui donnent à tout le monde des leçons en matière de démocratie et en matière de participation et de comportement, vous les voyez. Et ça nous ramène à une autre dimension sociologique. Et ce qui fait mal, ça fait mal de l'entendre partout où nous allons en Afrique ou à travers le monde. C'est quoi? Bon, les Sénégalais, ils considèrent l'argent comme une religion. Ils ne croient en rien. Encore une fois, ils vont donner raison à tout ce qui essaie d'entacher l'image assez propageante du Sénégal à travers l'échelle internationale. Les gens vont toujours dire, en tout cas moi personnellement, souvent je suis écœuré de l'entendre. Les Sénégalais aiment l'argent, les Sénégalais aiment les feuilles, les Sénégalais adorent le pétrole. Mais à ce niveau précis, pour une réalité comme une élection présidentielle, où vous avez à choisir ceux qui vont présider à votre destinée, que les gens puissent se retrouver au niveau de 14 000 ou 174 000 personnes, je dis, c'est un manque de respect pour leur propre identité sénégalaise. C'est un manque de respect pour leur propre citoyenneté. Mais c'est un manque de respect pour la République sénégalaise. Et maintenant, je rebondis sur les fenêtres qu'il a eu à ouvrir. Effectivement, si maintenant ça a été fait de manière délibérée, je voudrais qu'après cette élection-là, les gens puissent constituer des tribunaux populaires sociaux afin de convoquer ces gens-là. Peut-être qu'à travers leur témoignage, on pourrait en reprendre davantage. Peut-être que même ils vont balancer de hautes autorités des partis politiques. Et en ce cas précis, voilà, ça va nous instruire sur beaucoup de choses. 5 minutes pour parler du discours à la nation du chef de l'État prononcé ce 31 décembre. Bakary Domingo Mané, une première lecture du professionnel de communication politique que vous êtes. Oui. Ce discours, quand je l'ai entendu, d'abord il y a deux moments. Dans la première phase du discours, il a utilisé le nous, et dans la seconde, il a utilisé le je. Le nous, quand il dit nous avons travaillé, nous avons eu ces résultats, c'est notre crédit. Évidemment, c'est l'image d'humilité, n'est-ce pas, qui renvoie aux Sénégalais. Et en même temps, l'image d'un président qui ne décide pas seul, qui ne se trompe pas seul, mais qui a des collaborateurs, voilà, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire en pensant que voilà, le président de la République, c'est lui qui prend les décisions. Donc, à travers ce nous, c'est cette image, n'est-ce pas, qu'il a voulu renvoyer. Mais il est aussitôt retombé sur ses deux pieds en utilisant le jeu. Surtout lorsqu'il a entamé la deuxième phase, n'est-ce pas, du PSE. C'est là où il a commencé à dire je. Évidemment, les gens me diront que c'est lui qui gouverne, il doit dire je. Mais quand même, il aurait dû, de mon point de vue, disons, continuer dans le même tempo. Le nous, là, il devait vraiment l'utiliser jusqu'à la fin. Parce que, comme je l'ai dit, ça renvoie cette image d'humilité et ça renvoie une autre réalité. C'est quoi? C'est que c'est une coalition qui est au pouvoir. Hein, donc, à partir de ce moment, évidemment, il n'est pas le seul. Ça, c'est le premier. Deuxième chose que j'ai, disons, que j'ai remarqué, c'est que les thèmes abordés, comme disent les latins, c'est du bis repetita. C'est-à-dire qu'il a répété les mêmes choses. Moi, quand des journalistes m'ont interrogé en me disant comment tu vois, parce que le discours n'était pas encore prononcé, j'ai dit, si j'étais à sa place, si j'étais son conseiller, j'allais lui demander de ne pas trop s'attarder, n'est-ce pas, sur le bilan. C'est ça. Parce que ça, les gens l'ont entendu, réentendu. Donc finalement, le disque est rayé là. On n'a plus envie d'entendre ça. Le disque est rayé. J'ai dit, si j'étais son conseiller, j'allais demander d'en parler peu, mais de mettre l'accent, n'est-ce pas, sur le rêve. Le rêve, c'est la projection qu'il veut faire. Évidemment, à la fin, il a parlé des 5 mesures. Même ces 5 mesures-là, vous vous souvenez de son investiture, c'est là où il nous a décliné ces cinq mesures. Donc, on était au courant de tout cela. La seule nouveauté, c'est cette histoire, n'est-ce pas, de foncier. Mais là aussi, c'est une grave erreur. En disant à ces gens-là, on va vous dédommager. Combien de Sénégalais aujourd'hui, d'ailleurs même, vous avez vu ce que ça crée comme tollé. Hein, chacun dit, moi aussi j'ai été spolié, moi aussi j'ai été spolié. Donc, vraiment, il n'aurait même pas dû aborder cette question-là. Parce que pour moi, c'est une question qui fâche et qui aujourd'hui, et deuxièmement, je vais terminer par là d'ailleurs, cette conférence de presse, après le discours, pour moi vraiment, c'est une erreur de communication extrêmement grave. Parce que pourquoi? En faisant cette conférence de presse, il n'a pas donné le temps
à ses lieutenants de digérer son discours et de le servir aux Sénégalais. Il y a ce qu'on appelle en communication politique les éléments de langage. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait un discours comme ça, vous allez prendre dans ce discours les mots-clés. Par exemple, quand il dit le temps de l'action, ça c'est un élément de langage. Le temps de l'action, ça veut dire que dans le mot action, il y a toute une philosophie derrière. Il faudrait développer. Donc, vous allez repérer comme ça les éléments de langage et vous les donnez aux lieutenants qui vont maintenant s'accaparer, n'est-ce pas, des plateaux de télévision. Ils vont répéter comme des élèves, n'est-ce pas, de CM2 ou bien des élèves de CI. Malheureusement, il n'a pas donné cette opportunité à ces gens-là, vraiment de se servir de ces éléments de langage pour maintenant les offrir aux Sénégalais. Donc, cette conférence de presse a été vraiment une... Voilà, vraiment, ce n'était pas un bon choix, pour ainsi dire. Alors, docteur Sanogo, une adresse à la nation assez longue par rapport à ceux qu'il avait l'habitude de nous servir lors de ces discours. N'est-ce pas le contexte qui a provoqué cela? Ce n'est pas une raison. Vous savez, un discours à la nation. Il a déjà lancé sa campagne. Oui, mais un discours à la nation. J'ai eu l'impression, avec tout le respect que je lui dois, qu'il s'est un peu éloigné de la solennité du moment. Vous savez, un discours à la nation aussi, c'est un moment où vous exprimez une certaine redevabilité par rapport aux citoyens qui vous ont élus. Le bilan, vous avez largement le temps. Et d'ailleurs, il faisait un discours bilan. Mais le bilan, je crois que bientôt la campagne électorale va s'ouvrir. Et d'ailleurs, il a même dit, c'est des choses, oui, j'y reviendrai largement. Nous, qui l'avions... nous, quand je dis nous, ceux qui ont voté pour lui comme ceux qui n'ont pas voté pour lui. Les Sénégalais s'attendaient à ce qu'il nous dise fondamentalement deux choses. Durant son mandat, quelles sont les choses qui ont marché? Quelles sont les choses qui n'ont pas marché? Et comment il va faire pour que ces choses marchent? Un autre élément qui me semble être important, comment faire pour sortir les Sénégalais, en tout cas pour leur grande majorité, de cet état de hors-vivre, pour qu'ils puissent avoir accès à peut-être des moyens de répondre à leurs déficits en termes de santé, d'éducation, emploi, etc. Mais d'ailleurs, on peut le voir visiblement. Moi, le pont Farafenni, tu demandes à n'importe quel Sénégalais, il va te dire, mais c'est une bonne chose. Donc vous nous dites, quels sont, si vous voulez, les axes majeurs où véritablement on peut y mettre le doigt pour dire c'était très difficile, mais je l'ai réussi. Très objectivement, pour moi, Ila Touba, nous qui habitons Thiès, vous quittez Thiès pour venir à Dakar, moins de 45 minutes, vous êtes là. Mais attention, l'autosuffisance alimentaire, il avait dit, il ne l'a pas fait. Attention, la décentralisation avec l'acte 3, on a parlé de démocratie, si vous voulez, participative. Ce n'est pas encore effectif. Pourquoi vous ne l'avez pas? Parce que pour moi, un président de la République, c'est simple. Vous m'avez élu, je fais de mon mieux pour que les préoccupations pour lesquelles vous m'avez élu, je fais tout mon possible pour les régler. Pour autant, il y a véritablement aussi, de manière très objective, en tant qu'humain, des choses que je ne réussirai pas. Par contre, étant entendu qu'il y a des choses que je n'ai pas réussi, désormais, je me fixe comme objectif de ne plus dormir allègrement tant que je n'aurai pas réglé ce genre de problème-là. Mais on a eu l'impression d'entendre quelqu'un qui a eu à nous dire, je suis d'accord avec lui, il y a beaucoup de choses. C'était réussi, mais il y a beaucoup d'autres choses aussi qui n'ont pas été réussies. Et c'est là où moi j'ai un problème aussi bien avec les politiques qu'avec les intellectuels. Selon les contextes, ils changent d'argumentaire, ils changent d'analyse. Vous savez, quand ça ne marche pas, vous dites que non, ces choses-là, je les ai réussies, mais d'autres choses, je ne les ai pas réussies. Mais un autre élément aussi que je voulais signaler, je n'ai pas apprécié le fait qu'il soit parti. J'ai trouvé le Sénégal avec un taux de croissance de 1, et quelques. On est d'accord. Mais si vous aussi, on vous disait le pourquoi des 1, on n'allait pas s'en sortir. Le contexte international économique très chargé, le prix du baril du pétrole, beaucoup de bailleurs de fonds, si vous voulez, et de partenaires du Sénégal aussi, qui faisaient clairement la guerre au régime qui était là en place. Donc tous ces éléments ont fait que on a eu même l'impression d'avoir un discours beaucoup plus politicien que républicain. Pour autant, il faut aussi être très objectif. Il y a beaucoup de choses qu'il a eu à dire qui étaient vraies, mais moi ce qui m'a gêné, c'est qu'il n'était pas, si vous voulez, dans le manteau d'un président de la République, mais plutôt un candidat qui parlait, et nous,
cette place qu'il occupait au moment où il déclamait son discours, ce n'était pas la place d'un candidat, c'était la place d'un président de la République. Il fallait juste parler de manière très sommaire des différentes préoccupations des Sénégalais, de les rassurer pour leur dire ce qui reste de mon mandat, je vais faire mon mieux, mais je vous rappelle que je redeviens candidat dans quelques mois, et donc je ne peux rien faire que si j'ai peut-être un second mandat, et pour ça, je me soumets à votre appréciation. Si vous me reconduisez, ça va. Si vous ne me reconduisez pas, je pars. Maintenant, cette hauteur intellectuelle-là, beaucoup de présidents africains ne l'ont pas. Bakary, une lecture de l'invite du CNRA qui demande aux médias de ne pas diffuser de la propagande ou bien des activités politiques durant la période de pré-campagne. Comment analysez-vous cette invite, vu que le 14, le chef de l'État va faire une inauguration? Oui. Comment les médias vont travailler? Il faut d'abord, disons, rappeler le contexte. Je pense que c'était l'opposition d'alors, hein, donc l'opposition c'était en 1992, je crois, qui avait, disons, réclamé et obtenu vraiment ces dispositions parce qu'ils se sont rendus compte que le président sortant, évidemment, utilisait les tournées économiques pour battre campagne. Donc pour moi, mon point de vue, c'est que cette loi est obsolète. Il faut laisser les journalistes faire leur boulot. Parce que, quoi qu'on dise, dans cette période-ci, quand des partis politiques ou la société civile organisent des activités, les Sénégalais veulent savoir ce qui a été dit là-bas. On ouvre les guillemets, on les referme. Voilà. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc pour moi, le CNRA est dans son rôle parce que c'est une disposition de la loi qui rappelle. Mais aujourd'hui, les acteurs du secteur doivent se concerter et peut-être même avec les hommes politiques, voir que cette disposition maintenant est obsolète. Parce que pourquoi? Aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux. Les gens vont organiser et en direct, bon, attends, les manifestations se reprisent, hein, en direct. Alors, que fait la loi en ce moment-là? Donc je pense que bon, il faut qu'on revoie cette loi-là. C'est vrai, le président, le 14, et d'ailleurs même, il y a certaines subtilités dans son discours qui relèvent, de mon point de vue, en tant qu'analyste, en tant que, disons, spécial de la communication politique, qui relèvent, de mon point de vue, de la manipulation. Vous voyez que dans ce discours, il a donné des rendez-vous, mais sans donner, disons, de calendrier. Par exemple, pour le 14, c'est clair, mais dans d'autres programmes, il a simplement dit ultérieurement. Donc ultérieurement, ça veut dire quoi? Ça peut être demain, ça peut être après-demain, ça peut être donc tout cela pour, disons, essayer de travailler, d'atteindre un peu la psychologie, n'est-ce des Sénégalais, qui vont, sans le savoir, accepter que ce président sortant, c'est celui qui va assurer encore la continuité. C'est ça la subtilité, quoi. Voilà. Merci à vous, Bakary Domingo Mané, journaliste, analyste politique, mais aussi formateur. Il est aussi spécialiste de la communication politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et avec vous, nous étions avec Dr Abdou-Khader Sonogo, sociologue et analyste politique. Docteur, merci. Merci beaucoup, Hassan. Merci à vous, mes auditeurs, à mes téléspectateurs, pour la fidélité à Walfadjri, la voix des sans voix. Un grand merci à Maud Fall qui a assuré la partie technique. Excellente suite de programme avec Walfadjri.